Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Dans l'épisode précédent, Martin Robert, travailleur social, a pu aborder le travail social tel que défini au Québec. Et j'ai terminé l'épisode sur la clinique du travail social. Évidemment, si on n'est soi-même ni travailleuse sociale, ni assistante de service social, ça peut être plus complexe de bien saisir cette profession. Alors, dans cet épisode, j'ai demandé à Martin de poser un regard sur la profession de travailleuse sociale et je me suis permise parfois d'apporter mon avis. C'est donc avec cette première question que j'ai lancé Martin. On a parlé du champ d'exercice des TS professionnels, mais concrètement, selon toi, que font les travailleuses sociales au Québec? Encore une fois, on doit toujours distinguer les travailleurs sociaux professionnels, les travailleurs sociaux qui sont membres de l'ordre ou qui sont contrôlés ou soutenus par leur ordre professionnel et le travail social générique. Bon. Au Québec, ce qui est particulier, c'est qu'une grande partie des travailleurs sociaux professionnels, la grande majorité, en fait 12 000 sur 16 000 qui sont membres de l'ordre professionnel, travaillent pour l'État. Ça, c'est particulier. Fait que les travailleurs sociaux travaillent pour le gouvernement parce qu'au Québec, on a mis ensemble le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Ça fait que c'est le même ministère qui couvre tout ça et une grande partie travaille pour le ministère. Ce sont donc des salariés de l'État, une bonne partie, et qui dépendent du même employeur. C'est assez particulier. Alors, c'est là que se passe le glissement graduel dans les fonctions qu'on attribue aux travailleurs sociaux et dans cette espèce de déprofessionnalisation où on s'éloigne de l'idéal que je disais tantôt, même s'il est décrit par la loi. C'est-à-dire que plus ça va, plus les travailleurs sociaux sont instrumentalisés par l'État, par les services gouvernementaux, pour favoriser une plus grande efficacité ou une plus grande intégration sociale des personnes relativement déviantes ou malades. Ils sont instrumentalisés particulièrement par rapport aux services médicaux. Par exemple, on a beaucoup de travailleurs sociaux qui travaillent au soutien à domicile des personnes qui ont perdu leur autonomie, qui ont des lourds handicaps. On a des travailleurs sociaux rattachés à des hôpitaux qui s'assurent que les lits d'hôpitaux sont libérés le plus rapidement possible. Et on a des travailleurs sociaux, donc, qui sont instrumentalisés c'est pas un jugement de valeur, là, c'est probablement très utile, mais qui sont instrumentalisés par le réseau de la santé et de plus en plus par les instances plus je dirais, de régulation sociale. Par exemple, la protection de la jeunesse, où là, les travailleurs sociaux sont instrumentalisés pour s'assurer que la sécurité et le développement des enfants ne soient pas compromis à partir de critères très, très précis, ou sont de plus en plus utilisés dans les services de police pour intervenir dans des situations de crise. Fait que, donc, on a de plus en plus des travailleurs sociaux qui se placent dans une logique de traitement ou de contrôle social au Québec. On a de plus en plus ça, plutôt que dans l'esprit où on pouvait penser le professionnel dans le rapport de la personne à son environnement, qui est, dans cet esprit-là, le travailleur social n'est déterminé que par la personne de la collectivité dans laquelle il travaille sur les besoins qu'il peut répondre et qu'il peut accompagner, en fait. Tandis que maintenant, il est déterminé beaucoup plus par l'établissement, par les logiques de contrôle ou de traitement qui lui sont imposées. Fait que ça fait une grande différence. Ce que tu dis me fait beaucoup de sens quand j'ai immigré au Québec et que j'ai réalisé comment fonctionnait le réseau de la santé des services sociaux et notamment les CLSC. Les portes d'entrée sont par programme. Alors, tu vas dans ton centre local de services communautaires, tu rentres par là, il y a quelqu'un que tu peux rencontrer, une travailleuse sociale généralement, et ensuite, en fonction de tes problèmes, on va aller te mettre dans la case. Ok, toi, tu as un problème de santé mentale, on va aller te mettre dans le programme santé mentale. Oui. Toi, tu as un problème plutôt déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme, boum, on va aller te plugger dans le programme spécifique. Il n'y a pas cette polyvalence, et puis j'ai l'impression que ça fait écho avec ce que tu dis. En tant que TS ou même professionnel du travail social, les établissements de la santé et des services sociaux nous demandent de travailler sur des problématiques et pas sur le fonctionnement social finalement. Tout à fait.
Et en fait, ça a tendance à déqualifier l'acte professionnel parce que, en substance, ce que ça veut dire, c'est que de plus en plus, on ne travaille pas pour des personnes ou des collectivités, on travaille pour des établissements. Fait que, on travaille pour des trajectoires de soins. Par exemple, je travaille pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Fait que ce que je fais dans cette trajectoire-là, je suis instrumentalisé dans la trajectoire d'abord pour essayer d'identifier est-ce que cette personne-là entre dans cette trajectoire-là. Fait que mon premier travail de travailleur social, c'est pas nécessairement d'articuler ma compréhension de la situation de la personne à partir de ce que la personne veut, souhaite, a besoin et de son fonctionnement social, mais à partir des critères d'admission de ma trajectoire de soins. Ça commence là. Puis une fois que je suis là-dedans, comme travailleur social, que j'ai passé un temps fou à évaluer si je suis dans la bonne trajectoire, parce qu'on s'entend qu'une personne schizophrène, son identité ne se résume pas à la schizophrénie. Elle a aussi des problèmes de logement, des problèmes financiers, mais là, on commence par l'installer dans cette trajectoire-là. La même chose qu'une personne âgée en perte d'autonomie. Une personne âgée en perte d'autonomie, ici au Québec, on l'évalue beaucoup, les travailleurs sociaux évaluent cette personne-là pour la situer. En fait, on travaille pour faire en sorte que les personnes correspondent à un profil clientèle. Et ça, c'est antinomique avec avec le travail social. Parce que les services sociaux, les problèmes sociaux, c'est pas en fonction d'un profil. C'est en fonction d'une réalité vécue singulièrement par une personne ou une communauté. C'est cette singularité-là qui détermine l'action du travail social. C'est pas une organisation préétablie. Alors, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Malheureusement, est-ce qu'il y a une possibilité de délai là-dedans? Et moi, je pense que oui. Et cette possibilité-là passe par un renforcement de la clinique du travail social chez les travailleurs sociaux, à travers la formation de base, mais à travers aussi l'expérience et particulièrement à travers des pratiques réflexives. Particulièrement ça. C'est-à-dire, et c'est là qu'on peut assez jouer d'après moi. Intéressant, j'aimerais vraiment que tu reviennes sur le thème que tu as employé tantôt au sujet de l'instrumentalisation des TS. J'aimerais bien que tu creuses davantage, en fait, pour mieux rendre compte de ton point de vue. En fait, il y a une volonté d'instrumentaliser, même pas une volonté machiavélique, là, c'est pas, personne n'est coupable de ça, c'est juste c'est structurel, ça arrive comme ça. Et les travailleurs sociaux vivent une pression dans une perspective d'être instrumentalisés, et parfois se la donnent eux-mêmes, il faut le dire aussi, se conçoivent comme des gens qui doivent, par exemple, j'ai des travailleurs sociaux qui sont très, très, très stressés par le fait qu'ils ne répondent pas à l'injonction de libérer un lit à l'urgence quand en fait, ils ne peuvent pas libérer ce lit-là parce qu'il n'y a pas personne dans le réseau qui est capable d'accompagner la personne. Et il dit, je ne peux pas faire mon travail, là, j'ai de la misère parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Fait qu'ils vivent même cette instrumentalisation-là. Donc, il y a des travailleurs sociaux qui s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien dans le sens du travail social, mais qu'est-ce qui fait qu'ils s'en sortent bien? C'est pas leur établissement, c'est pas leur contexte, c'est pas qui fait qu'ils s'en sortent bien, c'est toujours eux-mêmes qui fait qu'ils s'en sortent bien. Donc, c'est une conception de leur identité professionnelle qui est assez forte. Fait que si on a une conception, il y en a qui l'ont, et si on maintient, si on nourrit notre identité professionnelle, puis moi, je pense qu'il y a une dimension importante, c'est il faut voir l'identité professionnelle soit comme extérieure ou soit comme intérieure. Puis le travail social a la particularité, ici au Québec, probablement comme partout ailleurs, les travailleurs sociaux ont une identité professionnelle qui est déterminée par d'autres qu'eux-mêmes, par l'établissement, par l'organisme dans lequel ils travaillent, par exemple. Fait que c'est l'organisme qui donne l'identité professionnelle aux travailleurs sociaux. C'est assez fascinant parce que c'est pas un organisme qui va donner l'identité professionnelle à un psychologue. Et le psychologue va dire non, moi je fais de la psychologie. Là. Fait que même si je travaille en protection de la jeunesse ou si je travaille pour une entreprise privée, je vais quand même faire de la psychologie. C'est pas l'organisme qui va déterminer l'identité professionnelle d'un médecin. Jamais. Tu sais, un médecin, ça reste un médecin partout aussi. Mais un travailleur social, il arrive que l'identité professionnelle soit complètement déterminée par l'externe. Fait que quand tu demandes à un travailleur social, tu fais quoi? Il dit, ben, moi, je travaille pour la protection de la jeunesse, j'évalue des enfants qui sont en
Mais là, tu me demandes ce que ton établissement fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est toi ce que tu fais. Puis ça, ils sont peu capables, pas tous capables de répondre. Fait que, donc, ceux qui s'en tirent bien, c'est ceux qui ont une identité professionnelle interne, construite et nourrie à partir de l'interne, d'eux-mêmes. C'est-à-dire qui concerne la visée, la visée de ce qu'ils font, qui s'appuie sur la visée de ce qu'ils font. Cette visée-là s'appuie sur leur motivation intrinsèque à faire ce type de travail-là. Ce qui fait que moi, j'en vois des travailleurs sociaux depuis 40 ans, et c'est un peu pathétique de dire ça, mais les bons, ils n'ont pas appris ça à l'école. Les bons, très peu appris ça à l'école. Les travailleurs sociaux qui sont vraiment dans l'alignement de l'accompagnement, dans la présence, dans le lien empathique et dans l'intervention sur l'environnement, là, ça ne dépend pas de ce qu'ils ont suivi comme cours, comme formation. Ça dépend à la limite plus de leur origine personnelle. C'est ça qui est particulier. Puis j'ai l'impression que ça dépend aussi de la façon, dans quelle mesure ils ont intégré les valeurs du travail social et les concepts fondamentaux des fondements de cette pratique, en fait. Dans quelle mesure ils les ont intégrés ou dans quelle mesure ils les avaient déjà? C'est ça l'affaire. Dans quelle mesure ils peuvent les intégrer par rapport à... On reprend leur histoire à eux, on repart dans exactement, tu parlais de déterminisme social, c'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie qui fait que ces valeurs-là, on peut parler de justice sociale, de respect, comment c'est intégré et puis comment ça se transpire professionnellement, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est vraiment cette solidité-là qu'il faut tendre à soutenir d'une certaine façon. Et ça dépend. Moi, les grands travailleurs sociaux que j'ai connus dans ma vie, c'était des gens qui étaient très peu techniques, qui étaient de très mauvais techniciens. Tu sais, par exemple, en soutien à domicile, on a des outils qu'on appelle ici au Québec les outils multiclientèle, des outils d'évaluation qui demandent 5 heures, qui se font par informatique sur un ordinateur, puis dans lequel on rentre tous les données d'une personne. Bon, il faut répondre à plein de questions pour arriver à la fin à un profil qu'on appelle un profil ISO-SMAF qui détermine le degré de perte d'autonomie. C'est peut-être une grande avancée, mais moi, les grands travailleurs sociaux que j'ai vus répondaient très mal à ça. Il y avait de la difficulté à faire ces grilles-là. Ils les faisaient très, très mal. Et ils étaient en conflit avec leur employeur. Mais c'était des grands travailleurs sociaux dans le sens que je le disais tantôt, où il y avait une posture d'accompagnement, de défense des usagers, de travail sur leur environnement qui était très, très présente, très, très cohérente avec les valeurs, ce que tu appelles les valeurs du travail social, en fait. Mais, fait que c'est ça, tu sais. C'est vraiment, c'est intéressant. Je sais pas, c'est une drôle de profession, puis en même temps, c'est pas si grave parce que ça nous force à nous dire, tu sais, nous, les travailleurs sociaux, là, on est comme les gens avec qui on travaille. On n'est pas des experts qui surplombant cette réalité-là puis qui intervenons là-dessus. Puis cette posture-là, ben, ça l'amène qu'on est tous différents, que des fois on se trompe, des fois puis ça amène cette faiblesse-là, entre guillemets, d'une identité professionnelle. Tu sais, un neurochirurgien, ça a une identité professionnelle très, très, très bien déterminée, tu sais, très, très correct pour lui. Mais on n'a pas besoin de ça en travail social parce qu'un neurochirurgien, c'est un grand expert. Et quand ça rencontre une personne sur sa table d'opération, ça rencontre même pas une personne. Ça rencontre un cerveau. Tandis que nous, si on faisait ça en travail social, évidemment, on ne ferait pas notre travail, qui est une mise en contexte plus générale. Fait que c'est pas nécessairement mauvais. Ça nous place un peu, prenons-le dans une perspective très sociale, ça nous replace dans une perspective de classe sociale. Théoriquement, on n'est pas des bourgeois, nous autres, les travailleurs sociaux. Il faut être conscient qu'on est de la classe sociale des gens, de la même classe sociale que les gens qu'on aide, généralement. Puis moi, je pense que c'est pas mauvais, ça. Mais ça demande ça demande une réflexion, puis une réflexion constante sur notre rôle, sur notre conception. C'est ça l'affaire. Alors merci d'avoir partagé ta vision et tes réflexions. Je suis certaine que ça peut faire écho à plusieurs professionnels du monde francophone. Et c'est intéressant, mais j'aimerais te reposer la question sur ce que font les TS au Québec. On sait qu'elles peuvent accompagner les individus, les couples, les familles, les groupes et les collectivités, mais plus concrètement,
Est-ce que tu peux nous donner, peut-être d'un point de vue méthodologie ou de pratique professionnelle, en fait, plus d'explications pour qu'on comprenne ce que font les travailleuses sociales? Oui, mais je vais commencer par t'illustrer une forme de travail social. C'est une expérience qui est une de celles que j'ai vécues quand j'étais moi-même dans la pratique dans un petit village au Québec qui s'appelle Saint-Césaire. Et moi, je vois une femme venir me rencontrer, qui est référé par le médecin. Le médecin dit, bon, madame, vous êtes dépressive, ça marche pas, bon, je vais vous référer, j'ai un travailleur social, je vais vous référer, il va essayer de vous aider, parce que le médecin voyait que il semblait que son contexte social n'était pas vraiment, contribuait ou l'aidait pas. Je rencontre cette dame-là qui se présente à moi comme qui dit, moi, je suis dépressive, j'ai une dépression. Puis j'aimerais ça, avoir de l'aide, comprendre d'où ça vient, puis avoir des outils pour sortir de cette dépression-là. C'est souvent comme ça que les choses nous sont présentées. Alors là, moi, je commence la démarche entre guillemets, que je nomme pas comme ça, mais d'évaluation, en essayant d'établir une conversation avec, un dialogue avec, pour comprendre ce qu'elle vit, pour mettre en contexte sa dépression. Puis là, je comprends que cette dame-là vit avec deux enfants monoparentales de pères différents. Et ces enfants-là ont 12 et 14 ans. Et puis, ils sont très, 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 très fâchés, très, très, très en colère, très, très, très violents avec leur mère. Puis, ben, cette mère-là n'a pas l'appui des pères qui sont partis sans laisser de traces. Puis, elle n'a pas non plus de l'aide financière qui va avec, ce qui fait qu'elle doit vivre dans un petit logement où tout le monde est, les deux enfants n'ont pas de place plus qu'elle, et dans un petit village où est-ce que déjà, juste le fait d'avoir cette femme-là qui a deux enfants dans des pères différents et qui a une histoire de toxicomanie est perçu comme vraiment là, exclu. C'est ça, c'est sa faute, ça en est là. Alors, moi, quand je comprends ça, ça, c'est la mise en contexte. Je comprends pourquoi cette personne-là vit ce qu'elle appelle une dépression. Puis moi, je lui remets en contexte toute sa situation, puis je conclus en lui disant, tu sais, moi, je te trouve vraiment bonne parce que moi, j'aurais plus de difficultés que toi à faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Moi, j'avais eu intersubjectivité. Donc, ma subjectivité entre en jeu. Je dis, moi, j'ai eu un enfant, puis on était deux, puis on avait des travails, puis des fois, je trouvais que c'était trop. Fait que là, t'en as deux, tu vis dans un milieu comme ça, je pense que ça se comprend très bien que tu fasses une dépression vraiment dépassée par ces éléments-là. C'est quoi qui est qui contribue le plus à ton malaise là-dedans actuellement, puis historiquement? Ben, historiquement, c'était son histoire de toxico avec les parts de ses enfants, la culpabilité qu'elle vivait avec elle. On va regarder ça, puis on va travailler ça comme travailleur social. Puis actuellement, c'est quoi? Ben, c'est le fait que j'ai un petit logement, puis j'ai pas d'argent. Ça, c'est ce qui contribue. OK, on va essayer de regarder ces deux affaires-là en même temps. Fait que je vais t'aider, je vais essayer de t'aider, trouver, voir, est-ce qu'il y a un logement disponible. Moi, je suis dans un petit village, je suis à Saint-Césaire, je fais des téléphones, je vois est-ce qu'il y a des logements disponibles, et à la limite, je me porte garant. Je dis, tu vas aller voir ce monsieur-là, puis dis-lui qu'il peut m'appeler. S'il va avoir s'il a peur de te louer dans le logement parce qu'il a peur que tu ne payes pas, ben je vais te baquer là-dessus. Je vais t'accompagner à l'aide sociale. Et je l'ai accompagné, en fait. Accompagné tout le temps. Accompagné en fonction de ces deux axes-là. Accompagné dans la compréhension de son histoire, d'où elle vit, tout ça, de la déculpabilisation, puis la validation de ses émotions. Puis accompagné concrètement mais les deux, je ne peux pas faire juste un. J'aurais pas pu faire, par exemple, ben, écoute, non, ça n'a pas de bon sens, tu as un logement trop petit, je vais aller t'aider là-dedans. Parce que là, ce qui serait passé, c'est que probablement que sa détresse, son besoin d'être comprise dans ce qu'elle n'aurait pas été vécu, et elle serait mal mobilisée là-dedans. Donc, on doit toujours travailler, d'après moi, sur ces deux aspects. L'aspect d'accompagnement qui concerne l'histoire sociale, les conditions, et l'aspect d'accompagnement qui considère les conditions sociales actuelles. Ça reste que Alain Rimbert disait, une clinique du réel, pas une clinique du symptôme. Je ne me suis pas focusé sur le symptôme de dépression.
ou les symptômes liés à la dépression en essayant d'avoir des objectifs de baisser ça. J'essaie de me focusser sur le réel de cette personne-là dans la singularité de son histoire. Puis j'ai travaillé avec elle. Fait que ça, c'est le premier niveau. Ce niveau, ça correspond pas mal à ce qu'on fait. C'est-à-dire une lecture, une mise en contexte de la situation, puis un accompagnement dans l'histoire et dans le contexte de vie de la personne. Maintenant, pour passer à l'étape de la collectivité, je te donne un autre exemple. Il y avait, dans le milieu où je travaillais, à un moment donné, j'avais beaucoup de jeunes mères qui venaient me consulter, eux aussi souffrant d'un isolement vraiment important. Bon, il faut dire qu'un isolement social parce que c'était des jeunes femmes qui avaient accompagné leurs conjoints dans un village où il y avait une grosse entreprise. Les hommes avaient un bon travail, mais partaient tout le temps. C'était des routiers. C'était une compagnie de transport. Ils partaient parfois une semaine de temps. Donc, tu vois, encore une fois, c'est une mise en contexte de l'isolement. Puis là, ce qui se passait, c'est que là, une fois qu'ils étaient là et qu'il y avait 1 ou 2 enfants, surtout, bien là, ils vivaient une solitude extrême parce que leur mari ou leur chum était parti pendant la semaine de temps. Elles étaient toutes seules dans leur beau bungalow dans un petit village, quelque part en Montérégie, avec des enfants. Et c'est là, pour moi, que se situait leur sentiment de solitude qui les amenait à consulter, à venir nous voir pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Et la demande se manifestait d'un paquet de façons. Par exemple, je suis déprimé, j'ai des idées noires, j'ai besoin, je ne sais pas si j'ai fait une gaffe, je remets en question ma relation conjugale, je ne suis pas capable de dealer, je pense que je ne suis pas une bonne mère, plein de manifestations comme ça qui les amenaient à consulter. Puis, ce qu'à un moment donné, j'ai constaté dans cette pratique-là, c'est que je voyais pas mal de femmes, de jeunes mères qui avaient un dénominateur commun, ce sentiment d'être isolées un petit peu. Et une de ces mères-là que je voyais avait déjà travaillé avant comme éducatrice dans un centre de garde. À ce moment-là, on appelait ça un centre de garde en milieu familial. C'était avant les CPE. Donc, j'ai vérifié auprès des mères qu'est-ce qui vous aiderait le plus. Puis, il ressortait cette question-là de ne pas avoir de temps, d'être toujours prise avec les enfants, tout ça. On a mis sur pied, avec certaines de ces femmes-là qui s'étaient venues nous consulter, 3 femmes qui ne se connaissaient pas. On a mis sur pied un petit comité dans lequel on a intégré un organisateur communautaire qui est devenu le conseil d'administration d'un CPE. Et depuis ce temps-là, dans ce territoire-là, il y a un CPE. Personne ne se souvient d'où vient ce CPE-là, mais ce CPE-là vient de la mise en commun de situations individuelles vécues, mais de la mise en commun, pourquoi? C'est pas tellement la mise en commun c'est vrai que c'est important, mais c'est surtout, encore une fois, le momentum. C'est que ces femmes-là reconnaissaient la pertinence de cette mise en commun-là parce qu'ils se sentaient isolés et souffrantes là-dedans. S'il n'y avait pas eu ça, même si moi, objectivement, je disais, bon, dans ce secteur-là, il y aurait besoin d'une garderie pour ces femmes-là, mais ce n'était pas ressenti, vécu avec eux. Ça n'aurait rien donné. La force de mon intervention collective, encore une fois, s'appuyait sur les conditions sociales actuellement, mais aussi sur les subjectivités, aussi sur le fait que ces personnes-là étaient motivées, intéressées, en tout cas, voulaient sortir de cette condition-là qu'ils trouvaient oppressive. Donc, dans les 2 cas, aussi bien en intervention individuelle qu'en intervention collective, on ne peut pas faire l'économie de voir ce qui motive les personnes à vivre ce qu'ils vivent. On ne peut pas faire l'économie de ça. En disant, non, ils ont des conditions objectivement inacceptables, personnellement ou socialement, on va travailler sur ces conditions-là. Moi, je pense que c'est une erreur. Si on veut vraiment faire du travail social, je pense qu'on doit donc, ça c'est vraiment intéressant, éviter de séparer la dimension de la subjectivité individuelle puis le social. On doit mettre ça ensemble. Puis c'est comme ça qu'on fait vraiment, pour moi, du travail social professionnel. C'est pas comme ça qu'on fait du militantisme, bien que le militantisme s'appuie là-dessus aussi. Puis je suis tout à fait d'accord avec le militantisme. Mais pour moi, le travail social, c'est d'articuler ça. Alors désormais, est-ce que tu pourrais nous parler du processus d'intervention en travail social ?
Oui, euh, oui. Dans le processus clinique, puis j'ai de la misère, il n'est pas séquentiel, d'après moi, parce que s'il est trop séquentiel, il exclut la dimension dialogique. Fait qu'étant donné que c'est une dimension dialogique, c'est un processus qui est pas directif, tu comprends? Qui est moins directif. Fait que ça, c'est mon choix, mais qui passe toujours par la nécessité de comprendre avant d'agir. Donc, il y a toujours cette première perspective-là de mise en contexte de la situation de la personne, de compréhension de la situation de la personne qui précède l'accompagnement. Donc, compréhension, puis ensuite de ça, accord à travers le dialogue sur des pistes d'intervention, des pistes d'action qu'on doit poser pour améliorer les conditions sociales de la personne ou le fonctionnement social de la personne. Moi, je ne vois pas vraiment plus loin que ça. C'est l'accompagnement qui détermine le plan. C'est l'accompagnement qui détermine le processus d'une certaine façon. Malheureusement, je n'irai pas plus loin que ça parce que je trouve que c'est une erreur de faire des processus très, très rigoureux, comme si on était dans les sciences naturelles. On n'est pas en sciences exactes. On ne s'appuie pas sur la science, on s'appuie sur la relation, sur le sens. Mais ce que tu mentionnes, ça fait quand même du sens avec les normes générales de l'exercice de la profession de TS au Québec, c'est-à-dire la prise de contact, l'évaluation du fonctionnement social, la planification et la réalisation de l'intervention sociale, puis l'évaluation du processus et la fin, en fait, en soi, la terminaison. Alors, peut-être que ça serait intéressant que tu nous en dises plus sur le processus professionnel par rapport à la technique, par exemple. C'est que ce qui caractérise le processus professionnel versus le processus technique, puis c'est pas seulement pour la profession de travailleur social, c'est généralement ce qui distingue une profession d'une technique, c'est l'analyse et l'opinion professionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on s'attend d'un professionnel du travail social, c'est qu'il fasse une analyse, donc qu'il y ait une compréhension de la situation et qu'il y ait une opinion sur ce qui se passe. On s'attend pas, on n'a pas cette exigence-là normative par rapport à un technicien. C'est sûr que le technicien a toujours aussi, j'imagine, son idée et son opinion, sauf que la rigueur de l'analyse et de l'opinion professionnelle, c'est ce qui fait de nous c'est ce qui nous distingue des techniciens. Donc, nous, c'est plus sur cet aspect-là qu'on développe notre clinique, plutôt que sur des techniques d'intervention. Les techniques d'intervention, en fait, pour un travailleur social, c'est pas tellement nécessaire. Qu'est-ce que tu entends par technique d'intervention? Par exemple, des interventions de renforcement positif avec des enfants, des techniques d'éducation sur les habiletés parentales, des jeux de rôle en situation conjugale pour voir un peu comment chacun joue son rôle, et des techniques issues de la psychothérapie, comme par exemple des techniques d'impact, des recadrages cognitifs, dans une perspective de thérapie cognitivo-comportementale. Moi, je mets tout ça dans la catégorie technique. Peut-être que je ratisse trop large, mais c'est des outils qui permettent une amélioration. Mais ça, je pense que c'est très, très bien pour les techniciens de développer ça. Mais pour un travailleur social, ce qui le distingue, pour un professionnel, c'est la compréhension de la situation générale de la personne et l'opinion qui s'en fait. C'est ça qui le distingue. Puis c'est là-dessus qu'on devrait. Mais le problème, c'est que même les travailleurs sociaux souhaitent être des bons techniciens, souhaitent développer des façons de changer le problème. Comment est-ce que je peux faire pour amener quelqu'un à être moins dépressif? Comment je peux faire pour amener quelqu'un à être moins négligent? Pour moi, ça, ce sont des techniques. Pour moi, pour un professionnel du travail social, on remplace la technique par la compréhension puis par l'accompagnement. C'est tout simplement ça. C'est ce qui nous distingue des techniciens. Et avant-dernière question, à ton avis, comment rendre visible en fait le travail social? C'est pas nécessaire de rendre visible le travail social. Ce qui est nécessaire, c'est de rendre visible les problèmes sociaux. Parce que si on rend visible les problèmes sociaux, par conséquent, le travail social va être plus visible. Mais le problème actuellement, si on ne rend pas visible les travailleurs sociaux, c'est que les problèmes sociaux ne sont pas visibles. Parce qu'on interprète les problèmes sociaux comme des problèmes psychologiques ou comme des problèmes de santé. Actuellement, en tout cas au Québec,
Même la COVID, qui est un problème éminemment social, qui a amené éminemment de problèmes sociaux dans la question de la distance, de la reconfiguration de nos relations, des changements par rapport à notre travail. Tout ça, c'est social. Mais quand on veut s'intéresser à limiter les impacts de la COVID, ce qu'on recommande, c'est des psychothérapies. C'est de l'aide psychologique pour les personnes, que les personnes se sentent moins seules. Puis la même chose pour l'itinérance, la même chose pour les signalements de protection de la jeunesse, tout ça. Fait qu'on a tendance dans notre société, à ne pas voir les problèmes sociaux comme des problèmes sociaux, mais comme des problèmes personnels ou des problèmes de santé ou des problèmes, je ne sais pas moi, de handicap, plutôt que de les voir comme véritablement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des problèmes sociaux. Fait que le jour où est-ce qu'on va voir ça comme des problèmes sociaux, ben, le travail social va être visible. Est-ce que tu souhaites nous dire un mot de la fin pour terminer cet épisode? Oui, moi je propose une définition que j'ai à travers les années que j'ai réfléchi du travail social. Et pour moi, le travail social, c'est créer des liens en créant des liens pour créer des liens qui créeront des liens. Ce que ça veut dire, c'est que le travail social, c'est strictement une question de liens. D'abord de liens empathiques, de liens intersubjectifs et de liens sociaux aussi, de liens d'une personne avec son environnement et de liens aussi herméneutiques, de liens de sens. Quel est le sens d'une action pour une personne? C'est pour ça qu'on parle créer des liens de sens pour créer des liens d'une personne avec son réseau et son environnement qui créeront des liens, idéalement qui vont se transformer en tissu social renforcé pour continuer à créer des liens après, une fois qu'on ne sera plus là. Fait que, en fait, c'est toute une question, c'est toujours une question de lien. L'évaluation de la pertinence puis de l'efficacité du travail social, c'est sur la qualité des liens qu'elle doit reposer. Des liens herméneutiques comme des liens sociaux, comme des liens intersubjectifs. Allez, on va terminer l'épisode. Moi qui voulais que les épisodes durent de 8 à 15 minutes, je pense qu'on a fait exploser le compteur. Martin, merci beaucoup pour ta participation. Et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.